Bonjour, bonjour Ahmet İnsel. On va parler avec vous de Turquie, bien sûr, et peut-être, on vous connaît, mais peut-être vous pouvez-vous vous présenter pour savoir, comme on le disait avant, d'où parles-tu, camarade? Donc, Ahmet, d'où parlez-vous? Alors, moi, je suis un enseignant universitaire. J'ai longuement enseigné à Paris 1, à Paris, et après à l'université Galatasaray, où j'ai Donc, enseigné l'université francophone d'Istanbul. oui, voilà, l'université francophone d'Istanbul. J'avais participé à sa création dans les années 90. Et donc, j'ai enseigné à l'université Galatasaray jusqu'au milieu des années 2010. Et après, j'ai demandé ma retraite un peu anticipée pour pouvoir disposer un peu plus de liberté, vu le climat qui commençait à devenir de plus en plus lourd en Turquie avec le gouvernement d'Erdogan. En même temps, à côté de mes activités d'universitaire, j'étais pendant très longtemps, depuis 1994, un chroniqueur régulier dans les journaux de centre-gauche, dont le dernier, c'était à Cumhuriyet, avant Radical. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je ne suis pas revenu en Turquie depuis 4 ans, c'est que le lendemain de mon départ d'Istanbul à Paris, mes 11 collègues du journal Cumhuriyet ont été arrêtés et donc du coup les avocats m'ont demandé, écoute, ne viens pas. Et puis, depuis, évidemment, j'ai arrêté de faire les chroniques dans les quotidiennes, inévitablement. Sinon, je participe depuis les années 80 à une maison, aux activités éditoriales d'une maison d'édition qu'on avait créée, qui s'appelle Iletişim, qui est une maison d'édition relativement importante en Turquie en sciences sociales. Et aujourd'hui, je continue à faire le travail de coordination de cette maison d'édition à distance. Donc, le journal auquel vous participiez a été interdit. Le journal n'a pas été interdit malheureusement, ou heureusement, Oui. plus exactement. C'est toute l'ambivalence du système de autocratie d'Erdogan. Mes collègues étaient en prison et nous, on continue à publier le journal. Et le journal a continué. C'est le plus ancien journal de la Turquie, hein, c'est Cumhuriyet. Nous, on continue à publier le journal, mais après, et c'est toute la subversion du système Erdogan, des gens qui étaient beaucoup plus ultranationalistes ont saisi les tribunaux avec le soutien d'Erdogan pour faire évacuer, pour faire changer le conseil d'administration avec des méthodes judiciaires tordues. Et nous, on s'est retrouvé devant la porte de ce journal. Donc, ce n'est pas le journal continue à apparaître toujours. C'est Mais un avec une journal ligne d'opposition politique. qui est du nationalisme de gauche ou nationalisme kémaliste. Et nous, on était plutôt des démocrates libéraux. Mais là, par exemple, si vous rentriez à Istanbul, vous risqueriez d'être arrêté. Les avocats pensent que, à cause d'autres procès, je risque d'avoir je risque l'arrestation, mais officiellement, je ne suis pas du tout inculpé. C'est la part d'incertitude qui est C'est la part peut-être d'incertitude. qui est encore plus gênante pour. Oui, mais Pascal, tu as totalement raison parce que je crois que ce qui caractérise un peu de moins en moins maintenant parce que la part de l'incertitude diminue et la part de la répression augmente de jour en jour. Mais c'est vrai que une des caractéristiques du régime actuel en Turquie, c'est pas du totalitarisme, c'est pas la démocratie, c'est l'incertitude, c'est l'arbitraire. C'est que vous pouvez faire quelque chose qui déplaît, qui a priori doit déplaire au gouvernement, mais on ne vous fait rien. Et votre voisin fait la même chose, on lui tombe dessus. Oui, mais du coup, plus personne n'ose faire. Voilà. L'idée, c'est de faire peur pour que les Exactement. gens ne fassent plus Mais c'est rien. plus économe comme ça. Hein? Ouais. C'est plus économe, mais ceci dit, ce que évidemment vis-à-vis de certains cercles d'opposition, comme si vous êtes par exemple totalement engagé dans le parti pro-kurde de gauche, là, l'incertitude est devenue de moins en moins vraie et de plus en plus répressive. Il y a quand même des milliers de personnes qui sont en prison pour leurs
opinions politiques exprimées, etc. Mais ce n'est pas non plus le régime fasciste d'Italie ou encore moins stalinisme ou le nazisme. Donc il y a une part d'incertitude, il y a une part très importante de répression, il y a des poches d'activités d'opposition qui continuent à exister. Il y a des journaux d'opposition. Plus qu'en Égypte, finalement. Beaucoup plus qu'en Égypte. Beaucoup plus qu'en Égypte. Donc c'est une répression, un arbitraire, mais où il y a de façon assez incertaine des poches de liberté, alors que dans d'autres pays, il n'y en a aucune. C'est ça. Il y a des poches de liberté, d'abord parce que la société civile est plus forte, est plus organisée, est beaucoup plus et les traditions démocratiques sont aussi beaucoup plus ancrées en Turquie. On l'a vu au municipal où des grandes villes comme Istanbul et Ankara sont passées à l'opposition. C'est ça. Même si on l'a fait revoter pour être sûr que... Pour Istanbul, il l'a fait revoter parce que objectivement, l'écart était faible. Quand il y a, dans une ville de 15 millions d'habitants, je ne sais pas combien d'électeurs, mais 10 millions d'électeurs au minimum, l'écart de 18 000 voix, c'est discutable. Mais il a fait voter, et ce qui est intéressant, c'est que quand il a fait voter, les électeurs étaient tellement outrés, y compris dans son camp, que dans le deuxième tour, l'écart de 18 000 est passé à l'écart de 800 000 de voix en faveur du candidat de l'opposition, et une partie des électeurs de Tayyip Erdogan probablement ne sont pas allés voter, ou peut-être même aller voter pour le candidat de l'opposition. Comment expliquer cette dérive, cette crispation autoritaire, puisque dans la première décennie de son pouvoir, il n'était pas... Quels sont les éléments qui, selon toi, ont fait d'Erdogan, qui était un nationaliste conservateur, ont fait de lui un autocrate? Alors, c'est probablement, d'abord, il faut voir dans le personnage sa formation initiale. Sa formation initiale est vraiment du nationalisme religieux, mais surtout du islam politique. Il est dans les années 70 un militant d'islam politique très mélangé avec un nationalisme anti-occidental. C'est plutôt ce nationalisme est marqué par son anti-occidentalisme contre la culture occidentale, la réaction contre la dynamique d'occidentalisation qui est en cours en Turquie depuis un siècle. Il vient d'un courant politique, culturel, très ancré en Turquie, qui dure depuis un siècle, qui est la résistance à l'occidentalisation, parce que l'occidentalisation est une aliénation culturelle. Et donc, réaction contre les réformes kémalistes, etc. C'est une réaction anti-kémaliste. C'est une réaction anti-kémaliste en interne et anti-occidentale globalement à l'externe. Et dans les années... et Tayyip Erdogan, en revanche, est aussi un homme pragmatique d'une certaine manière, parce qu'il a vu dans les années, vers la fin des années 90, où il était encore maire d'Istanbul, que le discours anti-occidental, anti-kémaliste ne passe pas, c'est-à-dire que reste dans un confin de 20-25% des électeurs, ils n'arrivent pas à aller plus loin, et en plus une réaction très forte de l'établissement kémaliste, les militaires, l'appareil judiciaire, etc. Il a rompu avec son parti d'origine, et il a utilisé cette fameuse phrase en 2001 en créant le Parti de Justice et Développement, un an avant d'arriver au pouvoir: nous avons abandonné les costumes, l'habit de Islam politique. Alors, dans les années 2000, effectivement, il a été un démocrate conservateur. Conservateur quand même, c'est-à-dire que sur la question de la famille, sur la question des relations sexuelles hors mariage, sur les relations de genre, etc., il était toujours très conservateur. Mais en même temps, il jouait la carte d'une démocratisation des institutions que,
a posteriori, 20 ans après, là où nous sommes arrivés en Turquie, on peut dire oui, mais c'était une hypocrisie, c'était un agenda caché, et donc il a fait tout ça pour déstabiliser les institutions kémalistes afin de pouvoir prendre tout en main. Je pense que ça, c'est de la téléologie, hein, c'est de faire une histoire au point de son point d'arrivée. Il se trouve que les choses pouvaient évoluer tout à fait différemment si d'un côté en Turquie, les anti-Erdogan ne s'étaient pas drapés dans une position institutionnelle dédaigneuse vis-à-vis de ce courant. Par exemple, je me rappelle très bien en 2007, quand il était question pour la première fois qu'un candidat à la présidence de la République, un candidat du parti au pouvoir, du parti AKP, du parti d'Erdogan, soit élu par le Parlement à la présidence de la République, tous les laïcs nationalistes outraient en disant mais comment on va avoir un président dont la femme va porter le voile? Oui, pourquoi pas. Mais ce type d'exactions ont encore plus augmenté le ressentiment, je pense, dans l'électorat de Tayyip Erdogan, a trouvé un essor. Deuxièmement, vis-à-vis de l'Occident, je pense aussi il y a eu un jambe debout raté, c'est que cette ouverture à la Turquie de la perspective d'adhésion est très mal enclenchée. À la rigueur, je pense qu'il valait mieux ne pas ouvrir cette perspective d'adhésion pour fermer la porte un an après. C'est pire. Le ressentiment c'était un camouflet. Et donc, à partir de là, effectivement, Tayyip Erdogan a joué, comme tous les populistes du monde entier, la fibre du ressentiment. Voyez les Occidentaux, les hypocrites. C'est simplement à la Turquie qu'on impose tous ces critères, etc. Donc, selon toi, l'Europe qui reproche à Erdogan son comportement est quand même en partie responsable d'une dérive de sa part, ou de toute façon, il n'avait pas la fibre européenne dès le départ? Nous ne saurons pas s'il n'avait... Dans le début des années 2000, il avait une fibre européenne. Il pensait, peut-être un peu naïvement, il pensait que l'adhésion à l'Union européenne était quelque chose de moins douloureuse, de plus facile, et peut-être aussi en termes de régime institutionnel, quelque chose qui le desservirait. Probablement. Mais je pense que il a perdu son perspective d'adhésion à l'Union européenne. Il a vu aussi que s'il continuait malgré tout, parce qu'on pouvait aussi avoir en Turquie une stratégie, ils ne veulent pas de nous, mais nous sommes maintenant candidats, nous ferons tout le travail, nous remplirons toutes les conditions et on verra s'ils nous acceptent pas. Mais il n'a pas fait ça, parce que remplir toutes les conditions, comme il l'a dit au sujet, dans une discussion privée, au sujet du chapitre sur les marchés publics, oui, on va ouvrir les marchés publics, on va ouvrir à la concurrence les marchés publics, mais si nous n'avons pas la perspective d'adhérer à l'Union européenne, l'ouverture de ce chapitre, c'est la fin de mon parti. Financement, etc. Donc là, il y a un trade-off entre... à quoi ça sert maintenant, hein? Et alors, par rapport à la... Mais à partir des années 2010, je crois que de plus en plus, il y a un autre facteur qu'il faut comprendre en considération, c'est qu'à partir de 2011, il s'est cru dans le cadre de mouvements des révoltes arabes, de printemps arabe, il s'est cru, avec les frères musulmans, pouvoir devenir un peu le régent de la région. Et là, il y a une responsabilité des Occidentaux, parce que je me rappelle très bien, en 2011, la une des hebdomadaires, surtout anglo-saxons, Tayyip Erdogan est un peu l'étoile montante de cette Proche-Orient en ébullition, de Moyen-Orient en ébullition, l'étoile montante d'un islam modéré. Et là, effectivement,
le coup de massue pour lui, c'est le retournement de situation en Égypte, le coup d'État de Sisi, soutenu par les Américains, par les Occidentaux et par l'Arabie Saoudite en même temps. Là, il a cru que c'était la préfiguration d'un coup d'État qui se prépare contre lui. Qui a lieu après, et donc qu'il met dans cette lignée, dans sa... Évidemment. D'accord. Pour lui, il est convaincu que le coup d'État raté 2016 est totalement téléguidé par le CIA, par les Américains. Et la question syrienne a joué aussi. Bien sûr. La question syrienne a joué. Il s'est investi il était totalement dans une politique d'ouverture vis-à-vis de la Syrie avec Bachar al-Assad, parce qu'en 2008, si je ne me trompe pas, la Turquie a signé un accord d'union douanière quasiment. C'était une réconciliation historique. C'est une réconciliation historique. Les frontières étaient ouvertes. Il y avait une liberté de commerce entre la Syrie et la Turquie, etc. Et en l'espace de 3 ans, pendant quelques mois, il faut reconnaître que le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Davutoğlu, a beaucoup insisté auprès de Bachar al-Assad pour qu'il fasse des réformes. Mais en disant nous vous aiderons, etc. Mais bon, Bachar al-Assad, on a vu, il était incapable de faire des réformes parce qu'il savait qu'un petit pas de réforme, il éjecte. Il éjecte automatiquement. Et comme en plus la Turquie, il savait que la Turquie est aussi en cheville avec les frères musulmans et la force de frappe de l'époque était les frères musulmans. D'après sa perception, il n'y a pas eu d'accord. Il y a eu après, la Turquie malheureusement s'est engagée massivement du côté des éléments les plus radicaux d'islamisme radicaux en Syrie, et ce qui a dérapé, quelque chose que Tayyip Erdogan et son staff n'ont absolument pas prévu, c'est que la déflagration de la Syrie a fait surgir quelque chose qui était totalement inattendu dans leur esprit, le problème kurde en Syrie. Et donc, deuxième problème, c'est maintenant, après l'Irak, où il y a à nos frontières un quasi-État kurde, maintenant on va avoir à nos frontières syriennes aussi un quasi-État kurde, donc du coup, toute notre frontière de l'Est, du Sud, pardon, des centaines de kilomètres de frontières, va être avec les Kurdes, alors que la majorité des Kurdes de la région vivent en Turquie. Donc, on va avoir un tropisme. C'est aussi un tournant important dans la mesure où le même Erdogan avait signé un accord avec Öcalan pour... on espérait à l'époque... Dans les années 2011-2012, voilà. tout à fait. Et donc, on pensait que c'était un premier pas vers peut-être la fin du conflit. Et là, le conflit est reparti de plus belle. Très très lourd. Actuellement, c'est vraiment là, ce n'est plus Erdogan simplement. C'est que là, dans ce conflit, à côté d'Erdogan, prennent place aussi tous les éléments nationalistes, d'extrême droite nationaliste, qui a d'ailleurs est en alliance avec Tayyip Erdogan maintenant, et aussi les nationalistes laïcs qui soutiennent la politique syrienne de Tayyip Erdogan. La politique étrangère, en général, je dirais, il le soutient dans le conflit avec la Grèce, dans le conflit avec les Kurdes, dans le conflit avec la France en Libye ou en Syrie, ou dans l'appositionnement de la Turquie sur le problème chypriote. De ce point de vue-là, Tayyip Erdogan bénéficie sur sa politique extérieure, sauf sur la politique européenne, peut-être il y a un peu de réserve, mais sur ces grands sujets de la politique extérieure turque, Tayyip Erdogan bénéficie d'un soutien beaucoup plus large que la seule base islamo-conservateur. Alors comment tu vois l'évolution possible? Qu'est-ce qui permettrait que cette crispation autoritaire diminue? Est-ce qu'il y a un espoir de revenir? Est-ce que ça viendra d'Erdogan lui-même ou est-ce que c'est la société civile qui va s'imposer? Est-ce qu'il pourrait perdre les élections? Puisque là encore, c'est un jeu un peu compliqué. C'est pas tout à fait comme en Égypte où les élections sont truquées. Elles existent, la preuve, la mairie d'Istanbul. Et en même temps, bien sûr, il n'y a pas non plus un système démocratique où chacun a autant de pouvoir de s'exprimer. Alors, la Turquie a une particularité, et j'espère que cette particularité, la société de Turquie
a une particularité, et j'espère que cette particularité va persister par rapport à l'Égypte, par rapport au Maroc, par rapport à la Russie même. Hein. C'est que les citoyens de la Turquie attachent énormément d'importance aux élections. Ils votent. 100% des électeurs en âge de voter sont inscrits automatiquement dans les listes électorales. Et à toutes les élections, municipales, présidentielles, législatives, le taux de participation est supérieur à 80%. Et en plus, sans vote par correspondance et sans vote par procuration. Donc tout le monde vote physiquement le même jour, même les gens qui sont les plus âgés votent le même jour, se déplacent, et d'ailleurs c'est un moment un peu émouvant quand on assiste. Moi j'ai beaucoup assisté à des processus électoraux, c'est un moment vraiment émouvant. Tout le monde participe, vient, et attache l'importance et reste tard la nuit pour contrôler le dépouillement, etc., etc. Donc tricher sur les élections est difficile. En revanche, et d'ailleurs Tayyip Erdogan est élu non pas avec 80%, avec 70% des voix. Il est élu chaque fois, ric-rac, président de la République, il est élu au premier tour, certes, mais avec 51% des voix. Il fait un changement constitutionnel pour mettre en place un régime présidentiel en 2017. Il arrive tout juste à obtenir 51% des oui, ce qui n'est pas un soutien massif à un nouveau régime. Hein, et donc, il y a une société civile très mobilisée et surtout attache énormément d'importance sur la signification, l'importance du vote. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui maintient aujourd'hui en Turquie l'opposition dans l'espoir de pouvoir changer les choses par les élections. De plus en plus difficile. D'abord parce qu'il y a une répression très forte. Et le système autocratique, évidemment, verrouille désormais la justice, verrouille désormais les médias, et l'opposition a du mal à toucher les électeurs de Tayyip Erdogan pour leur donner une information différente de ce logoré quotidien de Tayyip Erdogan, qui occupe, je crois, dans les télévisions publiques ou télévisions privées tenues par les hommes d'affaires proches du pouvoir. Je pense qu'il passe plusieurs heures par semaine à la télévision, ou peut-être, je dirais, plusieurs heures par jour, j'allais dire, mais je pense que c'est au moins plusieurs heures par semaine par la télévision. Imaginez une situation où on est en train de faire un direct, supposons, sur une télévision en Turquie. Si Tayyip Erdogan parle, d'emblée on nous coupe et on passe parce qu'il y aura une inauguration de je ne sais quoi. C'est contre-productif. C'est contre-productif parce que les gens quittent aussi la télévision. Hein, c'est évidemment, les gens zappent aussi en même temps. Bon, mais c'est quand même, en même temps, il occupe le terrain. Il bombarde, il occupe le terrain, et du coup, tout le débat est sous son contrôle. Même s'il y a des critiques, c'est lui qui donne le là pour tout débat, hein, tous les jours. Ça, c'est du coup quelque chose qui maîtrise énormément l'information. Hein. Et évidemment, en plus, un des partis d'opposition est très réprimé. Alors là-dessus, l'aspect le plus dictatorial de Tayyip Erdogan apparaît notamment sur la répression sur le parti pro-kurde. C'est un parti qui a obtenu quand même plus de 10% des voix. Il constitue le 3e groupe parlementaire. Ils avaient obtenu lors des élections municipales de 2019, où l'opposition a gagné 7 grandes villes sur 10, les plus grandes villes de la Turquie, l'opposition a gagné 7, ce qui est important. Et le parti pro-kurde avait gagné 65 municipalités. Aujourd'hui, sur 65 municipalités, 59, les maires ont été dessaisis par le ministère de l'Intérieur, et des administrateurs, préfets ou sous-préfets, sont nommés à leur place. Là, effectivement, on va au-delà d'un autoritarisme à la manière d'Orban. Là, nous rentrons dans du despotisme direct. Et ça, sur cette question kurde, malheureusement, le soutien de l'opinion est un peu plus fort que sa base électorale. Ça, c'est
le problème du nationalisme turc qui surgit. Et d'ailleurs, il surfe sur ce nationalisme. Et donc, il n'a pas intérêt à régler le problème. Non, maintenant, il n'a pas intérêt à régler le problème. Donc, tu aurais un pronostic à faire. Tu le verrais encore au pouvoir pour plusieurs années? Alors, c'est très difficile parce que aujourd'hui, il ne peut pas passer seul l'élection de la présidence de la République. Il s'est rendu compte, et depuis 2017, il s'est allié, il a créé une alliance avec l'extrême droite nationaliste, le parti d'extrême droite nationaliste, et les deux arrivent à peu près à, selon les sondages d'opinion, à peu près à 45% des voix. Comme il a mis en place un système d'élection présidentielle en suffrage direct, 45% est un peu inquiétant. C'est lui. Alors que dans un système de régime parlementaire, avec 40% des voix, vous avez la majorité facilement. Avec un système présidentiel, il faut que vous arriviez à 51 ou 50 plus 1. Et aujourd'hui, il y a effectivement les deux maires d'Ankara et d'Istanbul apparaissent dans les sondages d'opinion. S'il y avait une confrontation au deuxième tour avec Tayyip Erdogan, susceptible de le battre. Donc, du coup, il est encore plus crispé. Et malheureusement, je crois, c'est un peu la dynamique des autocrates. Les autocrates sont dépendants de leur sentier, de ce qu'ils ont devenu. Et je crois que Tayyip Erdogan ne peut pas reculer, n'arrive pas à reculer, parce que le reculer signifie perdre, et perdre signifie beaucoup de choses pour lui et son entourage. Parce qu'effectivement, il y a énormément de casseroles, d'affaires, d'exactions, même des violations de la Constitution. Donc, rendre compte après la perte de pouvoir, je crois que c'est ce qui motive le plus. Comme beaucoup d'autocrates, ils restent au pouvoir parce qu'ils craignent, s'ils quittent le pouvoir, d'être mis en cause par la justice. Oui, justement, c'est quasiment certain. Et donc, du coup, c'est une fuite en avant. Donc, plus il a peur de perdre le pouvoir aujourd'hui, plus il réprime pour pouvoir s'accrocher encore plus dans le pouvoir, et il utilise tous les mécanismes autoritaires de la Turquie qu'il n'a pas créés. Et ça, je voudrais qu'on soulignait vraiment là-dessus, c'est que Tayyip Erdogan est un autocrate. Il est arrivé au pouvoir dans un environnement de démocratie autoritaire. Et il a transformé ces institutions de démocratie autoritaire en sa faveur. Donc, quand on dit l'autoritarisme de Tayyip Erdogan, il faut aussi qu'on ait en tête que l'autoritarisme ne provient pas, n'est pas tombé du ciel avec Tayyip Erdogan. Il s'est mis dans les chaussons d'un autoritarisme traditionnel en Turquie, de domination du pouvoir sur la société. Et quand Tayyip Erdogan, il dit, par exemple, au sujet de cet conflit avec l'université de Boğaziçi, l'université d'élite, où il veut nommer son candidat, un professeur venant d'un autre établissement à la tête de cette université, contrairement à toutes les traditions de cette université, qui est vraiment une très très bonne université. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai le droit en tant que président de la République, puisqu'en 2016, il a supprimé toutes les élections des présidents d'université. Il s'est autorisé le droit de nommer les présidents d'université par le président de la République. Il dit, légalement, j'ai le droit, mais qu'est-ce que c'est que cette invention? On ne va pas laisser des zones autonomes de l'État et de la nation. Évidemment, quand on réfléchit comme ça, on va vers du totalitarisme. Mais en même temps, dans l'esprit, dans l'oreille de ses supporters, ça sonne très juste. Ils disent, mais évidemment. Hein, évidemment, l'État et la nation sont une, et donc du coup, comment on peut avoir quelque chose qui échappe à l'État, à la volonté de l'État, à la volonté de la nation? Et cette absence de culture démocratique, c'est-à-dire de concevoir la démocratie dans une logique strictement électorale et majoritariste. Majoritariste sociologique, culturelle, ethnique ou religieuse, est quelque chose qui est largement répandu en Turquie. Et évidemment, Tayyip Erdogan utilise et abuse de cela, mais en même temps, il a peur des élections et il va y avoir des élections. Et donc, pour répondre à ta question, il est difficile, de plus en plus difficile de le
de le déloger, mais en même temps, on constate que son modèle de gouvernement s'épuise, la crise économique érode son soutien électoral. Ce type d'autoritarisme, ce n'est pas l'autoritarisme à la chinoise où un parti verrouille tout. C'est pas du tout. Donc du coup, c'est un autoritarisme en même temps qui échoue aujourd'hui dans la gestion économique. Et n'oublions pas que Tayyip Erdogan et la Turquie n'est pas Poutine, ne dispose pas de ressources naturelles où on distribue des rentes et donc du coup on obtient des adhésions par des rentes. Il est obligé de faire tourner l'économie. Il est obligé d'avoir une économie ouverte. La Turquie ne peut pas avoir une économie fermée parce que la Turquie a besoin d'investissements étrangers, de financement étranger, d'exporter, d'importer. 30% des importations de la Turquie est énergétique. Donc, c'est une contrainte en même temps qui sauve en même temps d'une certaine manière la Turquie de devenir complètement fermée, oui. Merci Ahmet İnsel pour ce tour d'horizon sur la Turquie extrêmement stimulant. Merci beaucoup.